Coucou, oulala, nous sommes très éclairés. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture numéro 3. Nous allons commencer avec les mangas. Je vais pas beaucoup revenir dessus parce que j'en ai parlé et que je peux pas trop en parler dans la mesure où c'est très trigger. J'ai lu la trilogie de la déchéance d'un homme de Junji Ito, inspirée de l'œuvre originale d'Osamu Dazai, qui va parler d'un jeune homme, d'un jeune garçon au début, d'un enfant même, qui survit à ses angoisses, à ses traumatismes et à des choses qu'il vit assez trigger en faisant le bouffon, en gros, en faisant l'imbécile, en faisant rigoler les autres, en tournant tout en dérision et en essayant de ne pas être pris au sérieux. Donc on va suivre ce jeune homme dans sa vie, il a pour ambition de devenir mangaka, je pense que l'auteur a un peu rilette sur certains trucs, et on va le suivre à travers ses rencontres, ses combats, ses engagements, ses traumatismes, plein de choses, et en fait, ça s'appelle pas la déchéance d'un homme pour rien, ça finit pas très bien. Et c'était intéressant dans la mesure où ça a quelque part un côté un peu réaliste, je veux dire, typiquement, bah voilà, quelqu'un qui subit des traumatismes, des choses affreuses, qui va pas bien, qui tombe dans la drogue, dans l'alcool, etc. Et en même temps, ça a un côté fantastique, bien mené, parce qu'on ne sait pas dans quelle mesure c'est le personnage qui, à cause de ce qu'il prend, par exemple, bah, à des hallucinations, ou si c'est vraiment du fantastique. Donc il y a des petits éléments de fantastique insérés que j'ai trouvé plutôt sympa. J'ai trouvé que le mélange était plutôt bien fait, c'était assez intéressant. Après, c'est ultra trigger. Là où je trouve que c'est peut-être moins pire, je vois pas comment dire, je peux pas dire mieux, hein, c'est pas mieux, mais moins pire du coup. Par exemple, que ce que je reprochais à Made in Abyss, c'est qu'ici, c'est quand même dénoncé ce qui lui arrive, notamment quand il est enfant, et c'est pas glorifié comme quelque chose, ou c'est pas montré comme quelque chose de normal. Lui-même dit qu'il subit des abus et que voilà, ça n'est pas normal. Donc il y a quand même une certaine dénonciation. Là où ça m'a moins convaincu et moins plu, c'est que je trouve que le personnage accuse beaucoup les femmes de ce qui lui arrive, alors qu'il en est responsable, et en même temps, c'est cohérent avec cette façon qu'il a de toujours essayer de rejeter la faute sur les autres, et notamment sur les femmes. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un peu agaçant parce qu'il les traite pas très bien. Et, euh, et je vois pas comment il peut dire que c'est de leur faute, d'autant qu'on est dans une société japonaise un petit peu ancienne et que les femmes subissaient clairement et subissent toujours, hein, enfin ici et ailleurs, beaucoup de discrimination de par le fait qu'elles soient des femmes. Donc ça m'a un peu agacée, et en même temps je vous dis c'est cohérent dans la mentalité de ce personnage qui essaye toujours de trouver des excuses à des choses, des mauvais choix qu'il fait, et voilà. Et en même temps ça se mêle aussi avec ce côté fantastique horreur où il n'a pas une perception totalement réelle, en tout cas pas. Voilà, il perçoit les choses d'une façon très particulière et pas du tout comme les autres personnages. Enfin, il y a quelque chose de très intéressant dans ce manga, je trouve, vraiment sur le jeu de la perception, du point de vue, de l'horreur, du fantastique, du réaliste, du fatalisme aussi, du destin, qui est plutôt intéressant. Après, encore une fois, je vous le redis, c'est ultra trigger. Il y a à peu près tous les triggers possibles. Je pense qu'on ne peut pas tourner deux fois des pages sans tomber sur un truc trigger, que ça soit parce que c'est effrayant, parce que c'est des situations, voilà. Bref, je vais pas plus m'étendre. C'était chouette, c'était intéressant, il y avait des choses bien, des choses moins bien. Je peux comprendre que ça ne plaise pas, ça n'est pas du tout fait pour tout le monde, c'est une certitude, donc voilà, à vous de voir. Mais ça m'a permis de découvrir Junji Ito, et voilà, dans une saga assez courte. Ensuite, une lecture qui a beaucoup plus fonctionné, en tout cas qui a été beaucoup moins sujet à caution à mon sens, c'est Pénélope Renditak de Claire North, que j'ai lu en lecture commune avec Natcha, Pénélope et d'autres personnes sur Instagram. Je réfléchis parce que je ne sais plus avec qui je fais des... Enfin si, très souvent il y a Pénélope, ça voilà. Mais des fois je ne sais plus. Bon, soit. Dans Pénélope Renditac, sans grande surprise, on suit un petit peu, complètement, on suit complètement l'histoire de Pénélope à Ithac. Pas que de Pénélope, mais en tout cas, on est centré sur Ithac et ce qui peut se passer à Ithac. Et on va avoir une narration hyper intéressante puisque c'est Hera qui va euh, raconter tout ça et qui va décrire ce qu'elle voit, et c'est hyper bien mené. L'écriture est vraiment d'une très grande qualité. Je pense que Claire North a une plume extrêmement intelligente, acérée, bien menée. J'ai adoré cette écriture. J'ai adoré le ton qui était employé, qui est très cynique, qui est avec de l'humour noir,
voilà, qui est un peu désabusé aussi et c'est plutôt intéressant et cohérent, je trouve, avec ce qui est raconté. Ce que je peux vous en dire très concrètement, c'est qu'on est dans un roman de l'attente. On est dans un roman où Pénélope attend le retour d'Ulysse. Est-ce qu'elle l'attend pour lui-même et l'amour qu'elle a pour lui? Pas franchement. Elle l'attend parce que, en fait, ce qui se passe, et je pense que vous n'êtes pas sans le savoir si vous connaissez un petit peu l'Odyssée, Pénélope est assaillie de prétendants qui ont plus ou moins l'âge de son fils pour certains, et qui aimeraient bien récupérer le royaume d'Ithaque, et qui considèrent qu'Ulysse, bon bah voilà, il n'est pas revenu depuis 8 ans, il est mort, et c'est tout quoi. Et en fait, elle attend son retour parce que bah il y a que lui qui peut s'imposer, dans la mesure où Télémaque pourrait s'imposer, vu qu'il est le descendant d'Ulysse, sauf que Télémaque n'a absolument aucun homme avec lui. C'est Ulysse qui les a tous pris. Donc on est dans un roman de l'attente où on est pris, enfin on voit Pénélope prise en tenaille entre bah, les dieux, les projets des dieux, l'absence de son mari, ses prétendants, des complots aussi contre elle, contre son fils, contre l'île, plein de choses, et on la voit se démener pour sortir son royaume de cette situation, sortir sa personne, mais surtout son fils de cette situation, et elle sait qu'elle est totalement bloquée parce que le fait est que si elle épouse un de ces jeunes hommes, si elle cède, ça sera quand même la guerre. En fait, si vous voulez, elle est sur ce fil tendu où tant qu'ils ne sont tous que des prétendants, qu'elle les nourrit, qu'elle les accueille, ils sont tous un peu sur la brèche et il se passe rien. Mais en fait, il faut qu'elle tienne ça le plus possible jusqu'à ce qu'Ulysse revienne. Parce que une fois qu'elle aura fait un choix, ou voilà, eh ben ça va déclencher forcément la guerre d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc ne vous attendez pas à un roman avec énormément d'action. On n'est pas là-dedans, on est sur un roman qui est très centré sur les femmes d'Ithaque, les femmes de manière générale, mais principalement les femmes d'Ithaque, que ce soit Pénélope, les servantes, sa belle-mère, voilà, on est centré sur les femmes et sur leur rapport avec les hommes aussi, parce que c'est quelque chose d'important. Donc n'espérez pas lire quelque chose où vous allez avoir... c'est pas une épopée, et de toute façon c'est une histoire de femmes, donc ça ne peut pas être une épopée à partir du moment où on est dans de la réécriture mythologique et que les femmes ne vivaient pas des épopées. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est ce choix justement de ne pas montrer de l'action. En fait, il se passe plein de trucs, mais c'est pas dans l'action, c'est dans le feutré, dans le caché, dans le mensonge, voilà. Et c'est ça qui est très très bon, moi je trouve, parce que on voit Ulysse mener de main de maître tout ça. Alors, c'est pas facile, hein, elle est pas en train de surfer sur la vague, genre c'est easy et tout, hein. C'est hyper difficile pour elle, elle a peur, elle est inquiète, mais elle est maîtresse totalement de... Enfin, elle n'est pas maîtresse de tout, mais elle gère très très bien les choses. Et surtout, ce que j'ai trouvé absolument incroyable, c'est que cette situation créait, malgré elle et malgré les hommes et malgré tout, une situation de sororité où les femmes, qu'elles soient servantes, esclaves, domestiques, nobles, tout ce que vous voulez, déesses, sont dans l'entraide. Et c'était génial, j'ai adoré. Ça se termine sur quelque chose qui rentre un petit peu dans l'action parce que, voilà, je vais pas vous dire, mais je ne pense pas que le tome 2 va être beaucoup plus dans l'action, en fait. Et je crois que le tome 2 s'intitule Retour à Ithaque ou quelque chose comme ça. Donc ça va être, au début, peut-être encore un petit peu dans ce schéma de lenteur, et peut-être que si Ulysse revient, bah là, ça va un peu partir en cacahuète, mais à mon avis, ça sera plutôt l'aboutissement qu'autre chose, j'imagine, donc je ne sais pas. Toujours est-il que en termes de thématiques abordées, c'était intéressant. En termes d'écriture, c'était magnifique. Claire North arrive à créer des scènes ultra cinématographiques avec Hera qui passe d'un point de vue à un autre. C'est hyper fluide, hyper cinématographique. On a des impressions très fortes de temps qui ralentit, de temps qui accélère, de plein de points de vue qui vont s'enchaîner et qui vont donner cette impression un peu de rapidité, de flash comme ça. Enfin, elle gère hyper bien ses écrits, quoi. Moi, je suis ultra admirative. Donc, vous l'aurez compris, j'ai absolument adoré, j'ai trouvé que c'était intelligent, c'était bien écrit, c'était vif, c'était très réaliste en termes d'intériorité des femmes, quelle que soit l'époque, bien que ce soit des personnages qui n'ont a priori pas existé, ou voilà, du moins on ne sait pas ce qu'elles ont pensé, si elles ont existé, mais c'est bien mené parce que c'est des thématiques toujours d'actualité pour beaucoup de femmes. Donc, moi j'ai adoré. Si vous voulez y aller, allez-y, mais ne vous attendez pas, encore une fois, je vous le redis, à de l'action, ça n'est pas une épopée. Comme j'étais très bien lancée dans la lecture de Claire North, j'ai acheté et lu Le Serpent, donc c'est le tome 1 de La Maison des Jeux de la même autrice, qui était une lecture, encore une fois, incroyable, que j'ai absolument adorée, puisqu'ici, on va être finalement un petit peu dans ce même genre de personnage quelque part. On va suivre Ten, qui est une jeune fille qui est mariée à un noble qui a à peu près le double de son âge, et qui est une personne extrêmement mauvaise, puisqu'il dilapide sa fortune et celle de Ten en jeu, en boisson et en prostituée, et qu'il la maltraite physiquement,
psychologiquement beaucoup et qui pousse le vice jusqu'à l'emmener avec lui à la maison de jeu qu'il fréquente pour qu'elle voie sa déchéance en quelque sorte et pour l'humilier. Sauf que manque de peau, Ten est une jeune femme extrêmement intelligente et elle va réussir à tirer son épingle du jeu, à se faire repérer par la haute loge qui est absolument inaccessible sauf sur invitation. Et elle va se retrouver embarquée dans une partie de jeu à grandeur, à échelle humaine, puisque en fait ce qui se passe dans la haute loge, c'est qu'on joue aussi, mais on joue sur l'échiquier politique, sur l'échiquier humain, dans la réalité, dans la vraie vie, et on joue des choses un petit peu plus dangereuses peut-être que de l'argent, à savoir des années de vie, à savoir des compétences, à savoir des secrets, enfin voilà, on joue des choses plus dangereuses quelque part. Donc on va suivre le personnage de Ten dans sa partie à grandeur réelle à Venise au début du XVIIe siècle, où elle va être la joueuse d'un politicien qui espère être élu, et où on va la voir abattre ses cartes, et on va la voir manipuler les choses, et bref, oh, c'était incroyable, j'ai adoré. C'était incroyable, jusqu'au bout, on n'est jamais sûr si elle va gagner ou pas, on ne sait pas. C'est hyper bien mené, c'est hyper intelligent, j'étais tellement dedans qu'il y a des plots que peut-être j'aurais pu voir venir quelque part, mais que je n'ai absolument pas vu venir parce que j'étais juste à fond avec Ten. Le format est hyper court et je trouve que le personnage est hyper bien développé. Le peu qu'on en a, c'est juste, à chaque fois c'est juste ce qu'il faut pour développer le personnage et pour qu'on apprenne à la connaître. Je peux vous garantir que j'ai lu des romans qui étaient 6 fois plus gros où on n'en sait pas autant sur le personnage principal. C'était vraiment excellent, j'ai très très envie de continuer, de lire le tome 2, mais ça va attendre un petit peu parce que j'ai une palle qui explose. Mais en tout cas, si jamais un format court de Claire North pour un petit peu goûter son écriture, pour découvrir sa manière d'écrire les personnages, etc., vous tente, bah, commencez peut-être par ça parce que c'est beaucoup plus facile, moins cher et peut-être plus accessible aussi que ça, ne serait-ce qu'en termes de temps. Voilà, donc très 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 bonne lecture, gros coup de cœur pour ma part. Je pense que je continuerai avec grand plaisir à lire du Claire North parce que j'ai un vrai feeling avec sa plume. Ensuite, enfin du moins en même temps, j'ai lu La chasseuse et l'alchimiste d'Alison Saft. Je crois que j'ai fini par retenir son nom. La chasseuse et l'alchimiste, c'est un young adult qui a été publié chez... Je ne sais plus... Est-ce que c'est pas Big Bang? Je ne sais plus, je vous remets la couverture, ça sera écrit. Je crois que c'est Big Bang, peu importe. Et c'est un young adult qui m'a attirée parce que, comment vous dire, j'ai vu beaucoup de retours pas très positifs sur ce livre. Et qu'en général, quand un young adult a des retours assez peu positifs par le public qui lit habituellement du young adult, ça titille ma curiosité parce que je me demande pourquoi. Est-ce que vraiment c'est super mauvais ou est-ce que c'est parce que potentiellement bah, c'est autre chose que ce à quoi on s'attendait? C'est-à-dire que vu le bouquin, on s'attend à une romance, on s'attend un peu à de la romantaisie et je me suis dit bah, peut-être qu'en fait il y a plus que ça et que ça peut être intéressant. Dans La chasseuse et l'alchimiste, on suit une jeune femme qui s'appelle Elisabeth, qui est fille d'une alchimiste très connue, qui vit toute seule dans leur manoir parce que sa mère est partie depuis 3 mois, elle ne sait pas où elle est, elle ne sait pas si elle va revenir. Et c'est comme ça depuis des années, donc c'est une jeune fille qui est très seule, qui est ostracisée parce qu'elle, son père était d'une religion qui n'est pas la religion du pays, quoi, et elle vit très seule et très renfermée sur elle-même. On voit bien que ce n'est pas facile pour elle, que, bref, vous pouvez imaginer ce que ça représente à 17 ans de vivre seule dans un manoir quand ton père s'est barré et ton frère est mort. Bref, donc on suit d'une part, du coup, Elisabeth, qui est dans son manoir, et on suit d'autre part le personnage de Will, je crois, j'ai un gros doute, qui lui est un jeune apprenti alchimiste qui s'est fait virer de tous ses apprentissages. On ne sait pas trop pourquoi, mais il a ce côté un peu... on se dit c'est un peu un branleur le gars. Et son dernier espoir c'est de se faire prendre comme apprenti par la mère d'Elisabeth. Donc il se pointe un jour au manoir, il toque à la porte et il fait tout pour pouvoir rester jusqu'à ce que la mère d'Elisabeth revienne. Ce qui se passe très rapidement, c'est que la chasse va être ouverte dans le village d'Elisabeth et que tous deux vont décider de se présenter à cette chasse en tant que chasseuse et alchimiste, duo obligatoire pour pratiquer la chasse du Hala, qui est une espèce de divinité sous forme de renard qui a priori est très négatif, qui tue des gens, bon, bref voilà. Vous avez l'idée générale de l'histoire. Ce qui a été très très bon dans ce livre à mon sens et qui fait que c'est pas un gros coup de cœur mais j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que on est sur des personnages qui ont à la fois la qualité de correspondre aux critères pour moi du young adult, mais en étant beaucoup plus poussé que ça. On est sur un duo, on se doute
que ça va finir en relation amoureuse, mais on ne voit pas comment et c'est plutôt bien amené. Au tout début, j'ai eu un peu peur, un peu un doute et par la suite, vraiment, c'est plutôt bien amené, c'est plutôt intelligent, c'est plutôt intéressant. Mais surtout, ce qui était excellent, c'était les représentations. On est sur des personnages qui nous permettent de voir plein de façons d'être, de vivre, de penser, d'envisager les relations différentes. On est sur le personnage d'Elisabeth qui a peur de s'attacher, a peur de souffrir parce que son père l'a abandonnée quand elle était jeune, parce que sa mère l'abandonne tout le temps, parce que son frère est mort, et on se demande comment elle va faire pour passer au-dessus de ça et pour voilà, réussir à potentiellement entamer une relation avec quelqu'un d'autre. On la voit aussi souffrir du fait qu'elle est extrêmement maltraitée par les jeunes de son village, que peu de gens sont de son côté et que elle est dans sa solitude. Et c'est bien fait, elle est bien faite, elle a de l'anxiété, je pense, en tout cas des tocs, et c'est bien représenté. Le personnage de... C'est pas Will, c'est Wes. Le personnage de Wes aussi a ses qualités et ses défauts qui sont relativement cohérents, qui sont assez bons. Ils ont des points communs, beaucoup de points de divergence. Enfin, je trouve qu'ils sont très cohérents, très réalistes, et c'était vraiment très chouette, quoi. J'ai beaucoup aimé le fait, par exemple, que Wes soit a priori, soit il a des problèmes de vue, il a besoin de lunettes, et c'est intéressant de représenter des personnages qui ne sont pas parfaits, hein, voilà, qui ont des besoins comme tout le monde. Mais je pense que c'était une représentation plutôt de personnages dyslexiques, et c'était hyper intéressant. Enfin, on a des représentations intrafamiliales, de relations intrafamiliales positives et toxiques, et comment s'émanciper de ça, comment en sortir. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses dans ce livre qui étaient vraiment excellentes. J'ai cru comprendre qu'en fait, ce qui était reproché à cet ouvrage, c'est que la chasse n'arrive qu'à la fin, chose que j'ai trouvée parfaitement logique et cohérente. Je n'attendais rien d'autre pour ma part, parce que cette chasse, c'est la chose qu'ils attendent, en fait. C'est le truc de leur vie. Je vois pas à quel moment, au bout de 150 pages ou 200 pages, on aurait pu faire la chasse. Enfin, je veux dire, il est apprenti alchimiste. Elle n'est pas spécialement chasseuse, elle n'est pas spécialement entraînée à ça. Il faut bien qu'ils apprennent, qu'ils mettent en place un plan, qu'ils arrivent à développer une relation suffisamment solide pour se faire confiance pour cette chasse. Enfin, il y avait beaucoup d'autres choses à développer que la chasse, quoi. Et la chasse, en fait, c'est l'objectif final, mais c'est un prétexte à l'histoire, c'est un prétexte à plein d'autres choses, quoi. Et je vois pas comment ça aurait pu arriver avant, et je vois pas ce qu'on aurait raconté après, en fait. Enfin, je veux dire, sur un tome, en tout cas. Pour moi, c'était évident que ça allait arriver à la fin et que ça allait se conclure avec cette chasse, qu'il la gagne ou pas. Et enfin, je sais pas. Bon, voilà. Toujours est-il que moi, c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. J'ai trouvé que c'était typiquement ce genre de livre à mettre entre les mains de public ado, parce que on a des représentations très différentes en termes de relations, hein, que ce soit des relations positives, des relations négatives, de discrimination. Ça parle de xénophobie, ça parle de discrimination contre les pratiquants de certaines religions, ça parle de rejet, ça parle d'humiliation, mais ça parle aussi d'amour, de relations familiales, de fin de famille, enfin, ça parle de mille choses hyper importantes pour des ados. Enfin, pour moi, ce livre, c'est un concentré de thématiques qui intéressent typiquement des ados et qui sont bien abordées, quoi. Et moi, en tant qu'adulte, j'ai totalement apprécié, et je me suis revue adolescente, et je me suis dit que si j'avais lu ça, peut-être que dans une certaine mesure, certaines choses m'auraient éclairé, m'auraient parlé, en fait. Donc ouais, vraiment, c'était une très chouette lecture. Je vous recommande, si vous aimez le young adult, si vous aimez les trucs à la Brandon Sanderson ultra développés, c'est sûr, on n'est pas là-dedans, mais si vous aimez le young adult avec des belles représentations, des personnages qui tiennent, qui sont solides, allez-y. C'était en chouette. Lecture commune avec Cécilia de la chaîne Jurassic Jones et Pénélope, j'ai lu Dark Rise de C.S. Pacat qui va raconter l'histoire. C'est lui, Will. L'autre, c'est Wes, et lui, c'est Will. Je vais y arriver, hein. L'histoire de Will qui, dès le début, est sur les docks en train de charger des bateaux machin, et très rapidement on comprend qu'il est traqué, et que sa mère a été traquée, a été tuée, et que lui aussi est traqué. Moi je trouve qu'on est plongé direct dans l'intrigue. J'ai pas compris ceux qui disaient que c'était long au début, j'ai pas trouvé que c'était long, on est direct dedans, quoi. On voit d'une part Will et tout ce qu'il ne sait pas et tout ce qu'il a à découvrir, on le sent dès le début, et on voit en même temps un personnage féminin qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, Violette. Et le personnage de Violette qui est a priori dans le camp des méchants au début, et il va se passer plein de trucs en fait. On est sur une quête somme toute assez classique, un peu à la roue du temps, avec cette espèce d'histoire d'élu, cette histoire de roi obscur qui veut revenir, de combat, de machin, de trucs.
L'histoire est assez classique. Sur les 3 premiers quarts, j'ai trouvé que c'était plutôt chouette parce que pour moi, bien que ça reste assez classique dans l'histoire, dans la quête, dans la manière dont ça avance, ça c'est sûr, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça ne reposait pas notamment sur une romance, que ça reposait sur des valeurs qui étaient un peu différentes de ce qu'on peut voir habituellement en fantasy young adult, à savoir la loyauté, la confiance, enfin des valeurs qu'on voit assez peu. On voit rarement des personnages qui sont confiants, des personnages qui sont loyaux, et des personnages qui sont bons, qui pardonnent. On voit très peu des personnages qui sont dans le pardon, dans la confiance, etc. Et du coup, c'était chouette d'avoir ça comme valeur. Mais à partir du trois quarts, bah, c'est un peu retombé parce que il y avait l'introduction de personnages, enfin qui étaient déjà introduits avant, mais qu'on n'avait pas forcément beaucoup vu, mais qui revenaient sur le devant de la scène, qui était à mon avis pas du tout intéressant. Ça s'est conclu en fait très vite, de manière très confuse, trop rapidement, avec des choses qu'on, j'ai eu l'impression que j'aurais dû comprendre et que j'avais pas vu venir et pas compris ou pas complètement, et pour tous les personnages c'était hyper évident, alors qu'en général c'est plutôt l'inverse. Donc j'ai eu cette sensation à la fin de confusion, d'un seul coup de trop classique qui ressortait, qui remontait en avant, et je sais pas, j'ai pas adhéré du tout à la fin en fait. Donc c'était plutôt chouette sur les 3 premiers quarts, c'était pas incroyable mais c'était sympa, et le dernier quart, pas du tout quoi, ça m'a pas du tout convaincu. Je pense sincèrement que je ne lirai pas la suite, à part si quand ça sort on me dit que c'est absolument incroyable, mais je pense pas lire la suite parce que ben c'était sympa en fait. C'était sympa, c'était sympa. C'était sympa mais pas plus. Je pense que ça peut plaire, hein, très sincèrement, ça peut plaire. C'est moi qui suis un peu déçue par cette fin parce que j'ai trouvé que justement, sur les 3 premiers quarts, on expliquait bien les choses, c'était assez clair et concret, et que sur la fin, d'un seul coup, tout s'accélère et tu vois pas le truc venir. Et vraiment, ça m'a fait penser à la roue du temps avec ces histoires d'artefacts, ces histoires de rois obscurs, ces histoires de personnages à moitié possédés. Enfin, il y avait un côté très très roue du temps quand même, je trouve très inspiré roue du temps à mon sens. Ou peut-être pas du tout, hein, peut-être d'une autre fantasy classique que moi j'ai pas lu. Moi ça m'a fait penser à la roue du temps, mais ça peut être autre chose aussi, hein. De toute façon, on est dans ce genre de trope très classique en fantasy. Et je trouvais ça intéressant que ça soit réutilisé en jeune adulte, parce que c'est pas souvent le cas. Mais cette fin m'a laissé extrêmement mitigée, voire dubitative, voire pas convaincue du tout. Donc ça en fait une lecture sympa, pas incroyable, mais sympa. Voilà, et plus le temps passe et plus je suis ouais, bon, c'était sympa quoi. Donc voilà, j'ai rien à ajouter de plus. Le livre est très beau, c'était plutôt bien écrit. J'ai largement préféré Prince Captif à ça, même si on sent clairement, on sent que c'est dans le même univers, on sent des liens entre Prince Captif et Dark Rise, mais oui, voilà, je pense que je suis plutôt du côté adulte de la force chez CS Pacat que du côté young adult. Même si, sincèrement, de tous les young adults que j'ai pu lire, c'est loin d'être le moins bon, hein, mais ouais, c'est la fin. Vraiment, la fin m'a... Ça a tout fait tomber. Le dernier livre que je vais vous présenter ici, que j'ai reçu et lu dans la foulée, c'est L'hypothèse du lézard d'Alan Moore, illustré par Cindy Caneve, que m'a offert Pénélope. Et je l'ai lu dans la foulée parce que j'avais très envie de le lire depuis assez longtemps. C'est une version ActuSF graphique de toute beauté. Et comme toujours, pour moi, chez ActuSF graphique, on a des illustrations qui sont utiles au récit, qui sont liées au récit, et qui ne sont pas, entre guillemets, juste là, même si en soi c'est satisfaisant d'avoir des belles illustrations, mais qui font partie de l'histoire, en fait, pour moi, et qui ont un intérêt dans l'histoire. Dans l'hypothèse du lézard, on va suivre le personnage au début de Som Som, qui est une petite fille qui va être vendue par sa mère à un bordel dans l'univers de Liavec, donc le bordel qui s'appelle la Maison sans horloge. Et dans la Maison sans horloge, on a des personnes qui sont un peu spécialisées, et on va très vite décider que Som Som sera spécialisée dans les rapports avec les magiciens, et que pour ça, elle doit subir une opération qui va complètement la couper du reste du monde, où elle ne va plus pouvoir réussir à penser quelque chose et le dire en fait. Bon bref, vous verrez bien. Mais en tout cas, elle ne peut plus communiquer, c'est l'objectif de l'opération, puisque l'objectif c'est qu'elle ne divulgue pas les secrets des magiciens. Et du coup, c'était hyper intéressant parce que ce personnage qui est central, à partir du moment où elle est coupée du monde de par cette opération, elle devient l'observatrice et un peu la narratrice de ce qui se passe ensuite. Et c'était génial. J'ai trouvé que la narration était incroyable, vraiment. C'est super intelligent, c'est super bien mené. Et du coup, on va la voir suivre l'histoire d'un couple au sein de la maison sans horloge. Je ne sais plus comment s'appellent les Foraliyat et Rorachin, et je vous laisserai découvrir parce que c'était absolument incroyable. C'est ultra dark, c'est assez trigger, c'est violent, c'est dur, c'est sombre, c'est très adulte.
mais qu'est-ce que c'est bien écrit, quoi! Qu'est-ce que c'est franchement, j'ai été totalement embarquée par la plume, j'ai été totalement embarquée par l'histoire, par l'univers, par ce qui se passait. C'est court et c'est pas frustrant, enfin, j'ai adoré, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment, j'ai et les illustrations, mais apportent quelque chose de tellement, profond à l'histoire, de tellement beau, de tellement, enfin, c'était incroyable. Je vais pas trop vous en parler parce que c'est court et que si jamais vous vous sentez capable de lire quelque chose avec pas mal de triggers, ça peut enfin ça se découvre sur le moment quoi, parce que c'est très, très court, mais on aborde pas mal de thématiques, dans en termes de relations toxiques. On aborde aussi des thématiques, en termes d'individualité et d'émancipation et ce genre de choses et en même temps, ça reste une histoire qui est clos sur elle-même et qui est, très particulière et très, très singulière en fait. Moi, j'ai adoré, j'ai totalement adhéré, j'étais à fond dedans, j'ai trouvé que c'était beau, bien écrit, intelligent, intéressant. Enfin, voilà, je le relirai, très sincèrement. Je suis sûre que je le relirai parce que j'étais tellement séduite que je retournerai dans cette plume incroyable avec grand plaisir. Du coup, j'ai très envie de lire et de découvrir plus d'Alan Moore et plus de l'univers de l'IA avec, parce que c'était vraiment très très intéressant. Voilà, donc je vais pas trop vous en dire. Je pense pas qu'il faille en parler trop. Je pense que ça se découvre. Il faut juste bien se renseigner sur les triggers et sur voilà, sur les triggers, mais sinon il faut aimer un peu ce qui est, sombre, un peu, comment vous dire? Ouais, c'est un peu de l'horreur, mais voilà, du bon, bref. Coup, c'est tout pour mes lectures, de ce troisième point. Voilà, donc j'ai encore quelques lectures à vous présenter dans un prochain point lecture. Ça sera la semaine prochaine et on aura fini les lectures de septembre. J'ai pas trop mal lu en septembre, c'était plutôt pas mal. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures que j'ai pu faire en ce mois de septembre, en tout cas cette petite partie de mes lectures. Si vous en avez lu certains et ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse bien évidemment. Je pense notamment à Dark Rise parce que j'avoue avoir eu l'impression de rater quelque chose sur la fin. Donc si vous avez lu Dark Rise, n'hésitez pas à me dire votre point de vue sur la chose et sur les autres livres aussi, ça m'intéresse. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner si ça n'est pas fait parce que ça me fait plaisir et que ça me soutient et que c'est chouette. Je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite plein de bonnes lectures, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!